Dans la presse avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une de la presse, donc, les élections générales au Royaume-Uni où les travaillistes s'apprêtent à mettre fin à 14 ans de gouvernement conservateur. Et le vote d'aujourd'hui fait bien sûr la une de toute la presse outre-Manche, Damien, du Daily Mirror à gauche qui appelle à voter pour le changement, à voter pour le Labour, les travaillistes, au très conservateur Daily Express qui soutient lui les Tories. Jusque-là, rien de très surprenant. Ce qui l'aide un peu plus, c'est le soutien du Sun aux travaillistes. Le tabloïd conservateur, propriété du milliardaire australo-américain Rupert Murdoch, annonce que le temps est venu de changer d'entraîneur, de trouver un nouvel entraîneur plutôt, en précisant que ce n'est pas, qu'il ne s'agit pas de virer Southgate, le sélectionneur de l'équipe de foot d'Angleterre, parce que, dit-il, les Tories sont épuisés par 14 années de pouvoir. Et c'est aussi d'ailleurs le sentiment du journal écossais, tabloïd écossais Daily Record. Nous pouvons faire beaucoup mieux que ce gouvernement Tory. Alors ne loupons pas notre chance de le jeter dehors. Votez pour le Labour, votez pour le changement, avec cette une qui détourne les célèbres affiches de Barack Obama en 2008. Le changement, quel changement? Le quotidien pro-indépendantiste écossais The National accuse Keir Starmer de nier le droit des Écossais à décider de leur propre avenir, de soutenir l'échec du Brexit ou encore de chercher avant tout à séduire les plus riches. Bref, que le patron des travaillistes n'est pas assez à gauche. Un défaut ou une qualité, c'est selon, qui ne devrait pas empêcher néanmoins le Labour de décrocher sa plus large majorité depuis 1832, nous dit ce matin le quotidien The Times. Grand plaisir, Hélène, les dessinateurs de presse britanniques sont aux premières loges. Peter Brooks pour The Times, toujours ironise sur le départ de Rishi Sunak, qui n'est même pas assuré d'ailleurs de conserver son propre siège à la Chambre des communes. C'est le jour J, je pense que je ferais mieux de partir tôt, avec cette petite valise qui indique qu'il va n'importe où, mais pas ici, pas à Downing Street. Rishi Sunak qui s'est littéralement liquéfié sous la pluie battante dans le dessin de Dave Brown, comme lorsqu'il avait annoncé le mois dernier la tenue de ces législatives anticipées, et qui finit dans les égouts de l'histoire. Steve Camden se moque, lui, de sa décision d'appeler à la rescousse son prédécesseur, Boris Johnson, dont les fêtes à Downing Street pendant le confinement lui avaient coûté son poste et qui propose en bon fêtard, en bon copain, d'organiser le meilleur pot de tous les temps, le meilleur pot de départ de tous les temps. Boris Johnson qu'on retrouve avec ses bouteilles de champagne au milieu du fatras laissé derrière eux par les conservateurs, leur discours anti-immigration, mais également la tragédie de l'incendie de la tour Grenfell qui avait fait 79 morts à Londres. La presse britannique, qui d'ailleurs ce matin, Hélène, compare cette campagne pour les élections au Royaume-Uni à celle pour les législatives en France. The Guardian observe que les deux pays prennent certes des directions différentes, mais que leurs électeurs ont des préoccupations similaires, à la fois la crise migratoire et les difficultés économiques. D'après le quotidien, les votes français comme britanniques, que ce soit en faveur du RN ou du Labour, seraient davantage motivés, je cite, par la colère et le ressentiment que par une réelle adhésion. Et ces élections devraient confirmer, je cite toujours, une vague de mécontentement à l'égard de gouvernements dirigés par des quadragénaires bien habillés, perçus comme toxiques et totalement déconnectés de la réalité. Deux pays, de France, pour le quotidien italien Damien, La Repubblica, les élections qui se jouent de ce côté-ci de la Manche opposent en réalité deux pays. D'un côté, une France lumineuse, rationnelle, fidèle aux principes de liberté, égalité et fraternité proclamés par la Déclaration des droits de l'homme de 1789, et de l'autre, une France, je cite, méfiante, tentée par l'insoumission, opposée à l'autorité de l'État. Deux France qui s'affronteront donc dimanche dans les urnes et dont le verdict sera décisif pour l'ensemble du quotidien européen, l'ensemble du continent européen, d'après le quotidien italien. On est dans la presse également. Le placement en garde à vue ici en France en début de semaine des cinéastes Benoît Jacquot et Jacques Doyon après les plaintes déposées par l'actrice Judith Godrèche pour viol sur mineur de 15 ans. Oui, d'après Le Parisien aujourd'hui en France, Benoît Jacquot, que vous voyez ici à côté de moi, a été placé sous contrôle judiciaire, soumis à l'interdiction d'exercer le métier de réalisateur et soumis à une obligation de soins dans le cadre d'une mise en examen pour viol concernant deux autres actrices, Isilde Lebesco et Julia Roy. Le journal Damien précise que les faits dénoncés par Judith Godrèche sont entièrement prescrits, mais que ces prises de parole et ces plaintes ont suscité d'autres plaintes.
S'agissant de Jacques Doyon, sa garde à vue, elle lui a été levée mardi pour des raisons médicales, mais la procédure a été transmise au parquet qui va décider ou non de son éventuelle mise en examen. C'est ce qu'indique Le Monde, qui a recueilli les témoignages de 3 victimes présumées, notamment celui de Joe Rowan, l'une de ces femmes, prénommée Isabelle. Damien raconte notamment le déclic justement qui a provoqué la prise de parole de Judith Godrèche. Quand elle a dit « Jacques Doyon, j'ai eu l'impression de me désagréger comme du sable ». Cette victime n'a pas voulu porter plainte, mais elle dit vouloir tout de même prendre la parole pour toutes les petites filles de 14 ans qui ont rêvé et qui ont été agressées. On ne va pas se quitter là-dessus, elle. L'actualité politique et les faits divers du cinéma français la ferait presque oublier. La flamme olympique, on le rappelle, continue son périple à travers la France. Le Courrier Picard nous apprend qu'elle traverse aujourd'hui la Somme et qu'elle sera ce soir à Amiens, la ville d'Emmanuel Macron, mais aussi de François Ruffin, ça rime. Dans la Rome antique, on disait « Panem et circenses », du pain et des jeux. Qu'en sera-t-il des JO de Paris ? D'après Le Parisien aujourd'hui en France, le syndicat des boulangers parisiens s'inquiète d'une pénurie de farine pendant les Jeux parce que le transport des céréales sur la Seine va être durement touché par les épreuves, parce que les pluies et la grève annoncée des éclusiers vont encore compliquer les choses et que s'ajoute à tout cela le problème de la circulation des camions. Pas de pain pendant les Jeux ? Qu'il mange de la brioche. Merci beaucoup Marie-Antoinette Hélène Frade pour cette revue de presse ce matin. Une référence à Marie-Antoinette, cette dernière citation que vous avez faite. Tout autre chose à présent, on va partir dans l'espace.